Un café avec, le podcast de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Un café avec, le podcast qui met en lumière les histoires inspirantes de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Je suis Agathe, chargée des contenus, et aujourd'hui nous avons la chance d'être au Café Caprice, au plein cœur de Paris, pour une conversation qui promet d'être aussi chaleureuse que le café que nous partageons. J'ai le plaisir d'accueillir Maxence, bénévole engagé dans le 4e arrondissement. Alors Maxence, avant de commencer, une petite question, comment tu prends ton café ? Plutôt allongé. Et bien chaud de ce que je vois, comme ceux que tu partages en maraude depuis quelques années. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet sur le bénévolat, raconte-nous un peu qui tu es. Donc moi je m'appelle Maxence, je travaille comme journaliste pour un hebdomadaire de la presse nationale et effectivement je m'occupe du groupe de bénévoles de la Société Saint-Vincent-de-Paul qui se réunit à la paroisse Saint-Paul dans le 4e arrondissement. Et chaque mercredi, on se retrouve à peu près vers 19h45 pour remplir des caddies de thé, de soupe, de café et pour apporter ensuite des vêtements à des gens dans le quartier. On fait des maraudes dans les rues du 4e. Eh bien super, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ce que c'est une maraude ? Alors les maraudes de la Société Saint-Vincent-de-Paul, elles ont une particularité. Donc, les maraudes d'une façon générale consistent à aller à la rencontre des gens de la rue en petits groupes. Ce qui se passe à la Société Saint-Vincent-de-Paul par rapport aux maraudes qui sont organisées peut-être par d'autres associations, c'est qu'il y a vraiment une logique de proximité et de régularité. Moi, avant de commencer à la Société Saint-Vincent-de-Paul, j'ai fait des maraudes avec l'Ordre de Malte. Et c'est vrai que c'était des maraudes, on prenait une soirée entière, on avait un camion qu'on allait charger, et puis on faisait le tour de plusieurs arrondissements de Paris pour distribuer beaucoup de victuailles, des vêtements aussi, et donc c'était une sorte de grand tour. Mais c'est vrai qu'on ne prenait peut-être pas forcément beaucoup de temps de s'arrêter auprès de chaque personne pour leur parler. Et vraiment, ce que j'ai trouvé à la Société Saint-Vincent-de-Paul, c'est une logique en apparence plus modeste, puisque effectivement le territoire qu'on couvre lors de nos maraudes, on le fait à pied. Donc c'est vraiment un territoire de proximité autour de la paroisse. Mais c'est aussi une idée de régularité. Et donc chaque semaine, on reparcourt les mêmes rues et évidemment les visages changent, mais pas toujours. Il y a quand même beaucoup de personnes qu'on retrouve et qu'on apprend à connaître. Et donc au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années pour certains, on connaît la trajectoire des gens, on connaît parfois leurs anecdotes, leurs attentes, leurs difficultés, leurs joies aussi. Et donc on commence vraiment à nouer. Parfois, je pense, on peut parler de formes de petites amitiés aussi. Et donc, c'est vrai que les gens, du coup, ne sont plus simplement des personnes à la rue, mais ça va être Tania, ça va être Stéphane, ça va être Alain, voilà. Enfin, des noms comme ça qu'on retrouve et qu'on a plaisir à retrouver chaque semaine. Donc, c'est ce que j'ai trouvé aussi dans les maraudes de la Société Saint-Vincent-de-Paul. Ok, c'est magnifique. Mais du coup, vous êtes dans le 4e arrondissement avec ton équipe de bénévoles. Donc vous êtes entre la mairie du 1er, avec le BHV. Oui, c'est la mairie du 4e. La mairie du 4e, le BHV. C'est un peu spécial comme endroit. C'est des beaux quartiers, quoi. Ah oui, ça, il y a un contraste qui est assez étonnant. C'est vrai que quand on fait des maraudes place des Vosges et qu'on est sous ces magnifiques arcades d'une place construite sous Henri IV, avec tous ces appartements incroyables qui nous surplombent, et puis on est au pied d'une bijouterie ou d'une galerie d'art clinquante, et puis il y a des tentes qui sont posées là et des gens qui sont dans la précarité et le dénuement le plus absolu. C'est vrai que le contraste est assez saisissant. Parfois il arrive qu'on parle avec eux et à 3 mètres de nous, il y a un vernissage d'exposition avec des gens qui trinquent au champagne. C'est vrai que c'est assez étonnant, mais en même temps, quelque part, c'est la réalité crue d'une ville comme Paris, avec vraiment des réalités contraires qui se touchent. Voilà, c'est bien de le voir aussi. C'est bien de le voir, mais du coup, est-ce que quand tu es devenu bénévole, pour toi, c'était
comme une évidence ou c'est arrivé un peu par hasard? Une évidence ou par hasard, je dirais que c'est un petit peu des deux, au sens où il y avait une question. En fait, moi, j'ai commencé à devenir bénévole pendant le Covid. Et bon, comme beaucoup de monde à cette période-là, je me suis un petit peu réveillé de la torpeur de la vie quotidienne. Et je me suis dit, mais bon, au fond, voilà, tu es chrétien, tu es catholique, mais qu'est-ce que tu fais concrètement pour incarner tes convictions. Et bon, je me suis demandé à ce moment-là comment je pouvais me rendre un peu utile. Et c'est à cette période, comme je le disais, que j'ai commencé des maraudes avec l'Ordre de Malte. Donc c'était des maraudes que je trouvais vraiment très utiles, très intéressantes, mais c'était à l'autre bout de Paris, c'était très compliqué pour moi d'y aller régulièrement, et donc je cherchais un format qui était peut-être plus adapté, aussi plus compatible avec ma vie quotidienne, professionnelle. Et je m'en suis ouvert à un des prêtres de la paroisse Saint-Paul, qui m'a dit justement, mais tu sais qu'en réalité, on fait des maraudes aussi ici. Alors j'étais passé complètement à côté de cette information. Et donc du coup, il m'a mis en contact avec le groupe de jeunes qui organisait ça dans la paroisse. Et donc c'est un petit peu c'est à la fois c'est pas du hasard au sens où ça répondait à une question intérieure que je me posais, et en même temps c'est un peu du hasard puisque finalement c'est la vie la vie ou la providence qui s'est chargée de mettre sur mon chemin les solutions concrètes pour rendre ça compatible aussi avec mon quotidien, quoi, pour trouver un format qui me convenait. Alors, tu nous le disais, tu es un jeune actif, et comment tu fais pour jongler avec ton travail, tes engagements personnels et ton bénévolat? Alors c'est vrai que comme ça, au premier abord, ça peut sembler un peu compliqué de faire rentrer un engagement. Alors nous, c'est une soirée par semaine, mais ça veut donc dire bloquer une soirée par semaine. Pour certains, ça peut paraître un peu compliqué. Et puis... bon, on a tous les contraintes de notre vie. Au début, avant de se lancer dans une aventure pareille, on peut hésiter un peu en se disant comment je vais caser ça. Il y a une sorte de loi un peu, un peu secrète de la vie qui est que plus on en fait, plus on trouve de temps pour en faire encore plus. Et donc ça, je m'en suis vraiment aperçu en l'espace de quelques années. J'ai pris comme ça quelques engagements dans plusieurs soirées ou journées, et en fait je me suis rendu compte que j'arrivais à caser beaucoup plus de choses que je n'aurais cru avant de commencer. Donc il y a un côté où la vie trouve de la place, on pousse les murs, et puis voilà, c'est un moment qu'on arrive tout à fait à faire rentrer dans une semaine. L'autre chose aussi par rapport à cette question-là, c'est que dans notre groupe, on s'est un peu fixé une règle qui est que chacun vient quand il peut. C'est vrai qu'il y a des formats de maraude où on demande aux gens un engagement très ferme, où il faut être présent toute une nuit, chaque semaine, etc. Ça peut être parfois peut-être un peu raide. En tout cas, je comprends tout à fait que certains aient besoin dans certaines typologies de maraude, c'est nécessaire, cette régularité. Nous, on a plutôt opté pour un format très souple. Chacun fait comme il peut, il n'y a pas de pression, donc c'est aussi une façon de mettre les gens à l'aise avec l'exercice. Et donc certains d'entre nous viennent très régulièrement, d'autres ponctuellement, d'autres avec une régularité un peu variable. Voilà, il y a vraiment tous les formats. Et du coup, vous adaptez vos maraudes selon le nombre de personnes qui viennent? Exactement, oui. En général, on se répartit par petits groupes de 3. On essaye de ne pas être beaucoup plus parce qu'au-delà, ça rend la rencontre un peu compliquée. Mais selon le nombre qu'on est, on se divise par groupe de 3. Et on a plusieurs itinéraires réguliers qu'on essaye de couvrir. Et voilà, ça se passe un peu comme ça. Sinon, j'ai aussi envie de dire à propos justement du côté un peu, impressionnant que ça peut avoir, un engagement avant de s'y lancer. Il y a une chose, c'est aussi qu'on en tire quand même à la fin beaucoup de bénéfices. Il y a
Il y a des semaines, c'est vrai, quand on est en hiver, qu'il fait froid, qu'il pleut, on se dit ressortir là ce soir, 19h45 jusqu'à 22h, oh là là, compliqué. Bon, et en fait, quelque chose qu'on comprend petit à petit en faisant ces maraudes, c'est que ça devient aussi une sorte de... C'est curieux à dire, parce que c'est un temps qu'on accorde à d'autres normalement, mais ça devient aussi un peu un temps pour soi, au sens où ça devient une sorte de petite parenthèse dans la semaine. C'est comme une sorte de moment sanctuarisé. Et comment dire, on met un peu en suspens la vie de travail, la vie personnelle, etc., tous les soucis. Tout ça, hop, ça disparaît le temps d'une parenthèse de 2 heures et on va rencontrer des gens, on sort un peu de soi. Et en réalité, ça fait beaucoup de bien. Ça fait vraiment du bien. On en ressort souvent boosté. Et ça, il y a une autre... La dernière dimension là-dedans que je voudrais peut-être souligner, c'est aussi que ce qui booste, c'est à la fois ce côté un peu hors du temps, mais c'est aussi la convivialité qu'on arrive à créer dans le groupe de maraudeurs. En tout cas, moi, j'ai vraiment le sentiment qu'on a de la chance dans notre groupe de bénévoles, c'est qu'on s'entend vraiment très bien. Il y a une bonne atmosphère d'amitié, quelque chose de chaleureux. C'est vrai que quand on sort à la rencontre des gens de la rue, on est confronté à des situations difficiles. Souvent, ça peut être des personnes en grande précarité psychique, une communication qui ne s'établit pas toujours facilement, parfois des réactions violentes, des gens... voilà, on voit aussi des choses assez difficiles, mais c'est la chaleur qu'on réussit à trouver dans le groupe qui nous accompagne, qui fait qu'on arrive à regarder tout ça et puis qu'on a envie de revenir chaque semaine aussi pour retrouver des gens qui finalement deviennent vraiment des copains et des copines aussi. Bah, tu donnes vachement envie quand tu en parles. Quand tu en parles à ton entourage, comment ils réagissent, tes collègues, ta famille, par rapport à cet engagement qui peut paraître assez exceptionnel parfois dans notre société? Leur réaction, souvent, ça peut être un peu gênant parce qu'ils ont vraiment le sentiment que c'est un truc exceptionnel, incroyable, etc. Enfin bon, on sent que tout de suite, ça va interroger chez les gens des choses assez intimes aussi, leur propre rapport à la précarité. Est-ce que eux, ils réussiraient à aller à la rencontre de gens en souffrance ou de gens qui parfois, quand vous arrivez, vous rejettent, etc. C'est vrai que c'est des expériences pas simples. Donc voilà, on sent qu'il y a tout cet imaginaire-là qui arrive dans la tête des gens quand on parle de maraude. Il y a aussi l'image du pauvre, mais alors en fait, pourquoi il est à la rue? Est-ce qu'il l'a voulu? Est-ce qu'il est responsable de ce qu'il fait? Puis au fond, est-ce qu'il arrive à se prendre en main, etc. Enfin, il y a tout cet imaginaire-là que ça réveille chez les gens. Et quand vous en parlez avec eux, oui, du coup, ils ont vraiment l'impression que vous faites quelque chose d'extraordinaire. Alors qu'en fait, j'ai envie de dire que quand on le fait avec régularité, ça devient un truc un peu, simple quelque part. Enfin, donc c'est un peu curieux d'être confronté à ce regard-là de l'extérieur. Donc partie de l'échange, ça consiste aussi à ramener l'exercice des maraudes à quelque chose de simple. Je ne vais pas dire à le dédramatiser, mais il y a un peu quelque chose de cet ordre-là, à le démythologiser aussi, et voilà, à le montrer vraiment que c'est un moment aussi de convivialité. Bah, je vois que c'est sûr que ça fait bouger des choses dans la tête des personnes qui t'entourent. Et toi, qu'est-ce que ça a fait bouger dans ton quotidien de devenir bénévole, dans ta vision des choses, de la vie Oula, pas facile ça comme question. Qu'est-ce que ça a fait bouger en moi? Je pense que la première chose, le premier effet direct, c'est que ça m'a sorti de moi-même, d'une certaine façon. Je pense que j'ai commencé aussi les maraudes à une période où je traversais beaucoup de questionnements intérieurs un peu compliqués et d'une certaine façon, ça m'a appris à me détourner alors pas à abandonner ces questionnements, mais en tout cas à abandonner le nombrilisme qu'il y avait peut-être dans mon approche de mes questionnements. Et c'est vrai qu'en allant à la rencontre de personnes dans la rue,
on est confronté à des situations tellement étonnantes, tellement alors parfois touchantes, parfois déstabilisantes, mais en tout cas, il y a quelque chose qui nous sort de soi. Et donc ça c'est vraiment très précieux. Je pense que ça a aussi, ça m'a permis, même par rapport à mon appréciation de la vie en général, de donner, comment dire, de me donner une perception plus concrète et plus réelle des difficultés, du niveau de difficulté que des personnes traversent dans notre société. Parce que souvent, on le sait de façon un peu théorique. Je veux dire, on sort de chez soi, on voit tous des SDF au pied des immeubles, on leur donne une pièce, parfois on échange de mots, bon, voilà. Ça, mais finalement, tant qu'on s'en tient à ça, leurs difficultés gardent un tour un peu abstrait. Quand on apprend à les connaître, quand on les retrouve de semaine en semaine, ils nous parlent concrètement des difficultés qu'ils affrontent, voilà. Donc là, tout à coup, l'âpreté de la vie prend un poids de concrétude un peu plus fort que quand on y est confronté de loin. À la Société de Saint-Vincent-de-Paul, on s'inspire beaucoup des valeurs de Frédéric Ozanam et de Saint-Vincent-de-Paul. Est-ce qu'il y a un message ou une idée qui te touche particulièrement de la part de nos saints patrons ? Un message... Disons que pour moi, en particulier la figure de Frédéric Ozanam, elle représente, je dirais peut-être deux choses qui m'impressionnent. Il y a tout l'aspect, disons, toute la réflexion intellectuelle de ce personnage sur l'importance de la justice sociale, etc., qui effectivement m'inspire beaucoup. Jean-Paul II disait que c'était un précurseur de la doctrine sociale de l'Église. Ça, pour moi, c'est assez important. Mais je dirais que surtout dans la dimension de ce personnage, il y a quelque chose qui humainement me frappe. C'est la façon dont cet homme qui appartenait à la bourgeoisie intellectuelle du centre-ville, etc., est en quelque sorte sorti de lui-même pour mettre les mains dans le cambouis. À un moment donné, je crois que c'est aux alentours de ses 20 ans, il discutait avec une jeune personne qui était athée et qui lui dit « Mais enfin, vous êtes catholique, mais en gros, qu'est-ce que vous faites qui atteste de votre foi? Comment votre foi se manifeste ?» Tout ça, ça reste très théorique. Et justement, c'est cette sortie de la théorie qui, moi, m'a beaucoup parlé aussi, parce que c'est vrai que j'ai fait des études, déjà un métier qui est très, très cérébral, on va dire. Et là, tout à coup, oui, à un moment donné, c'est sortir de soi, mettre les mains dans le cambouis, aller à la rencontre de gens qui ont des vies différentes. Et c'est en quelque sorte sortir de sa bulle de confort. Ça m'impressionne chez cet homme. Et c'est vrai que l'idée de la Société Saint-Vincent-de-Paul d'enserrer le monde dans un réseau de charité, je trouve ça magnifique aussi. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a une image de globalité, mais aussi une image de proximité. C'est-à-dire que l'idée du réseau, c'est effectivement à un moment donné, dans l'absolu, de s'étendre au monde entier, mais chacun à sa mesure, à côté de chez lui, de façon finalement assez... Il y a un projet très ambitieux, tout en étant dans une réalisation modeste. Et ça, j'aime beaucoup cette alliance des deux choses. Alors on sait, le bénévolat c'est formidable, mais parfois c'est un peu compliqué, ça demande de l'énergie. Quelles ont été les plus grandes difficultés auxquelles tu as été confronté en tant que bénévole ? Les plus grandes difficultés... Alors il peut y avoir des difficultés d'ordre matériel, d'organisation, ce genre de choses, mais globalement, j'ai de la chance d'être quand même entouré de bénévoles assez formidables.
Donc il y a une bonne énergie dans notre groupe et on trouve toujours des volontaires pour aider à organiser une vente, à aller faire un tour à métro pour acheter des ressources, etc. Enfin, toutes ces choses-là. Et puis on a aussi de la chance de pouvoir s'appuyer sur une conférence aînée qui nous donne aussi beaucoup de conseils, de relais, etc. Donc globalement, ces difficultés-là, non, je dirais que ça reste tout à fait raisonnable. Peut-être que finalement, la plus grande difficulté dans les maraudes, c'est l'exercice de la rencontre. Je veux dire, c'est vrai quand le mercredi soir, on revêt notre petite chasuble, on a un peu l'impression de partir pour un monde inconnu. Alors c'est un monde, finalement, le monde des gens de la rue. Nous, on n'est pas travailleurs sociaux, donc on ne rentre pas en profondeur dedans. C'est un peu comme aller à la lisière d'un monde où on rencontre vraiment les gens à la lisière de la forêt. C'est-à-dire qu'on ne pénètre pas en profondeur dans leur vie de problème, mais à un moment donné, on se rencontre à mi-chemin. Et là, effectivement, il peut y avoir une difficulté, moi, j'ai l'impression que dans la rencontre avec les gens de la rue, par rapport à des profils un peu déstabilisants, de personnes éventuellement violentes ou en détresse psychique, des gens qui parfois se parlent à eux-mêmes et ou vous parlent même en une langue étrangère sans se rendre compte que vous ne comprenez pas ce qu'ils vous racontent, etc. Enfin, toutes ces expériences très déstabilisantes, des gens qui vous rejettent. Parfois, on a eu une fois une personne qui nous a craché dessus. Ça peut être, ou qui juste simplement vous dit vous êtes des associations de vendus, etc. Enfin, ça peut être assez déstabilisant comme expérience. Moi, j'ai le sentiment que c'est aussi une invitation à une sorte de déplacement intérieur, parce que parfois, face à cette violence-là, on peut avoir l'idée de, de venir avec une posture un peu surplombante, un peu paternaliste, celle du sauveur. Du haut de notre normalité, on va aider ces gens-là à se sortir de leur pétrin, etc. On voit très vite qu'en fait, ça ne marche pas. Il y a une vraie invitation à mettre en suspens ses préjugés et son envie de faire, d'aider, de trouver tout de suite une solution. Non, d'abord, apprendre à faire l'expérience de l'écoute qui est déstabilisante. Écouter des gens qui vous répètent en boucle des choses dont vous ne savez pas forcément quel crédit vous pouvez leur accorder, parce que beaucoup de gens affabulent ou bien brodent, mais peu importe, c'est pas grave. On apporte d'abord une qualité d'écoute et donc une forme de décentrement. On oublie d'abord les solutions toutes faites qu'on a à leur apporter. Donc il y a une façon de se mettre un peu en insécurité intérieure. Ça c'est une première difficulté, je pense, qu'il y a à franchir. L'autre difficulté, c'est peut-être de réussir à ne pas prendre de plein fouet des choses vraiment compliquées auxquelles on assiste. Et donc là, face à ça, moi je pense qu'il y a deux ressources. Il y en a une dont je pense que j'ai déjà parlé un peu, c'est la qualité de convivialité et d'amitié qu'on a dans le groupe, qui est quand même... c'est pour ça aussi qu'on maraude à 2, 3, c'est pour être dans une forme de présence les uns avec les autres face à des choses compliquées. Et puis l'autre ressource qu'on a, on commence toujours nos maraudes par un petit temps de prière. Et c'est une façon de se mettre dans une disposition où on sent qu'on n'est pas tout seul aussi. Dans cette expérience-là. Et voilà, je pense que c'est une vraie expérience spirituelle. Donc comme toutes les expériences spirituelles, il y a quelque chose d'un peu âpre, il y a quelque chose de l'ordre d'une modification intérieure à accepter, mais ça vaut le coup de tenter l'expérience. Ces difficultés, parfois, quand tu vas passer une mauvaise maraude une semaine, comment tu fais pour revenir la semaine suivante ? Quelles sont tes solutions, ou qu'est-ce qui te donne envie de revenir ?
Alors, moi, je pense que vraiment la force du groupe, c'est quelque chose d'essentiel. C'est pour ça qu'on fait aussi des dîners communs et qu'on a des temps d'échange assez forts pour entretenir cette amitié-là. Parce que, c'est aussi là qu'on entretient une espèce de feu. Moi, je nous vois un peu aussi comme ça, c'est-à-dire que il y a cette amitié entre nous, quelque chose de chaleureux, et je pense que ça se sent après quand on va discuter avec les gens. Et moi, j'ai l'impression on entretient un peu ce feu de l'amitié entre nous. Et après, notre objectif, c'est d'aller aussi le porter, le partager avec d'autres personnes à l'extérieur. Et c'est vrai que cette image du feu, je l'aime bien parce que parfois, on n'a pas de feu matériel véritablement entre nous, mais c'est vrai que parfois, on se retrouve assis dans la rue, en rond, à discuter avec des gens qui nous racontent leurs histoires, on leur raconte nos histoires. Et le feu, il y a une sorte de feu symbolique qui brûle entre nous. C'est la nuit, on est dans la rue, mais il y a cette chaleur de l'échange qui est là. Donc il y a cette dimension. Je dirais que il y a une anecdote peut-être que je peux raconter, mais qui m'avait beaucoup touché. C'est une maraude lors de laquelle on avait rencontré une personne qu'on voit très régulièrement. Et cette fois-ci, il y avait une petite magie particulière qui s'était opérée. Il s'était plus ouvert à nous que d'ordinaire, de problèmes de son passé, de choses difficiles qu'il avait traversées, etc. Et donc on était assis là comme ça en cercle à parler de tout ça et je me souviens très bien qu'il s'est passé vraiment quelque chose à un moment donné. Les gens qui faisaient la maraude, les maraudeurs, se sont mis eux aussi à parler d'éléments compliqués de leur vie, ils se sont mis à confier quelque chose. Et là, j'ai trouvé ça magnifique parce qu'il y avait quelque chose de l'ordre d'une égalité complète qui s'instaurait entre nous. La personne qu'on avait en face de nous avait certes ses problèmes, probablement plus complexes que les nôtres, mais finalement, les maraudeurs aussi avaient des choses à confier et à confier à cette personne-là qui les a accueillis et qui a trouvé des mots pour les réconforter. Il y avait quelque chose, le front était renversé par rapport à l'image habituelle, mais moi j'ai trouvé que c'était vraiment le moment où il s'opérait quelque chose de très humain. Donc en fait, quand on a des expériences comme ça, d'une certaine façon, on a envie de revenir. C'est pas toutes les semaines, c'est sûr, mais en réalité, c'est pas ce qu'on fait aussi, ces belles expériences-là. Et je pourrais en citer encore d'autres, des rencontres magnifiques avec des gens qui tout à coup se mettent à partager une passion pour la guitare, vous jouent un morceau, vous apprennent ce que c'est que le flamenco, etc. Enfin bon, des rencontres improbables, de gens qui témoignent de leur vie, de choses très belles. Et en fait, c'est aussi pour ça qu'on vient. C'est parce il n'y a pas que les expériences difficiles, je dirais même que les expériences difficiles, c'est celles qui nous frappent peut-être en premier, mais c'est pas les plus déterminantes, on va dire. Alors Maxence, est-ce qu'il y a des personnes dont l'histoire t'a marqué ? C'est l'histoire d'un garçon qui vivait pas très loin de Saint-Paul et qu'on voyait régulièrement en maraude. Et puis à un moment donné, j'ai commencé à le voir le matin parce qu'il venait à la messe. Et pour moi, ça a été une rencontre assez forte avec ce garçon parce que, donc je le voyais quasiment tous les matins. Lui, il avait un problème d'alcoolisme assez fort. Donc ça voulait dire qu'en réalité, quand il venait à la messe, il venait avec une canette de bière. Il en avait besoin, c'était pas récréatif, c'est-à-dire que s'il ne buvait pas le matin avant de venir à la messe, pendant la messe, il avait envie de vomir, il ne tenait pas droit, il en était à ce stade d'alcoolisme. Et moi, j'échangeais souvent avec lui après la demi-heure d'office. Et on avait bien sympathisé et c'est vrai qu'est arrivé un moment où il a demandé le baptême. Et donc, avec un des prêtres de la paroisse, on a commencé à l'accompagner. Et pour moi, ça a été un moment vraiment fort d'échange. On se retrouvait
Une fois par semaine, on échangeait pendant une petite heure on avait commencé à lire l'évangile selon Saint Luc ensemble. Donc voilà, on y allait doucement mais sûrement. Et il avait plein de questions, il était très curieux de tout. Voilà, c'était vraiment des échanges assez forts. Et en fait, ce qui me rend un peu triste par rapport à tout ça, c'est que du jour au lendemain, il a disparu. En fait, on a appris après par d'autres personnes de la rue un jour quelqu'un lui a donné un plan pour devenir ramoneur dans le sud de la France. Il a réussi à rassembler un peu d'argent pour trouver un billet. Il est parti et puis hop, il a disparu. Et bon, voilà, c'est une anecdote un peu bête, mais à la fois elle dit quelque chose de beau et elle dit quelque chose de la fragilité des rapports dans la rue où du jour au lendemain on peut perdre de vue des gens. Il y a une autre personne comme ça que le groupe voyait depuis, je pense peut-être 4 ans. Et un jour, la personne a été attaquée au couteau. Et du jour au lendemain, elle a quitté le quartier, on ne l'a plus revue. C'est compliqué, c'est dur. On s'attache aux gens et puis du jour au lendemain ils disparaissent. C'est une réalité aussi, donc il faut l'accepter. Ce sont des rapports contingents aussi. C'est des rencontres parfois très belles mais qui peuvent aussi cesser du jour au lendemain. Le regret que j'ai par rapport à ce garçon qui avait demandé le baptême, c'est que je pense qu'on aurait dû le baptiser. Alors le prêtre m'avait dit oui mais on baptise qu'en cas d'extrême urgence. Je crois qu'en fait là on a l'exemple du fait que quand on est dans la rue c'est toujours l'extrême urgence, donc on aurait dû lui accorder le baptême je pense tout de suite et puis après on aurait fait sa formation. Mais voilà, donc on est aussi dans ce type de relation, des choses belles, des choses dures, des choses fragiles. C'est ce cocktail là je pense qu'on connaît dans les maraudes. Je pense que là c'est vrai que ça fait partie plutôt de la question des difficultés. Ouais. Et comment, en tant que groupe, vous vivez avec ces souvenirs, avec ces disparitions un peu rapides c'est ces moments de rencontre que vous avez qui vous permettent d'en discuter et de vous soutenir dans ces moments un peu difficiles. Oui, et puis c'est vrai qu'il y a des gens qui disparaissent comme ça, alors il y en a aussi qui meurent. Il y en a aussi qui meurent pour diverses raisons, de violence, de froid en général, plus que de faim, puisqu'à Paris on meurt assez peu de faim, mais plutôt de froid. Ces gens-là, il y en a, ils ont disparu depuis longtemps et on en parle encore. De temps en temps, on se souvient d'eux et tout. Ça marque quand même. C'est des choses. C'est vrai qu'on rencontre quand même des trajectoires de vie absolument. Moi, j'ai aussi le souvenir d'un Afghan qui m'a parlé de son départ de son pays. Lui, en fait, il était formateur dans l'armée afghane, multimédaillé d'arts martiaux. C'était vraiment quelqu'un qui avait réussi sa vie, comme il était payé en dollars américains. Il avait une grande maison, il avait des voitures de course. Il m'a montré tout ça en photo, sa famille. Et du jour au lendemain, quand les talibans ont repris le pouvoir, comme il avait travaillé pour l'armée américaine, non seulement il n'a pas pu rester dans son pays, mais il a dû partir en extrême urgence. Il n'a pas revu sa famille, sa maison a été brûlée. Bref, il a dû quitter l'Afghanistan, traverser l'Asie, il s'est retrouvé en Croatie. En Croatie, il était dans un camp de migrants. Il m'a montré des vidéos où la police de nuit rentrait au milieu des cris d'enfants en frappant les gens. Voilà. Il m'a montré des photos des ecchymoses qu'il avait eues à cette occasion-là. Bref, il m'a raconté tout son parcours, comment il est arrivé à Paris, comment il était seul, à quel point parler ne serait-ce qu'un quart d'heure, pour lui c'était précieux, parce qu'il avait l'impression de devenir fou tout seul, à ressasser son passé, etc. Et donc pouvoir parler à des gens, ça lui faisait du bien. C'était un personnage qui était assez impressionnant parce qu'il y avait une douceur sur son visage, toujours un sourire assez discret. Il m'a beaucoup marqué. On se dit qu'il y a vraiment des gens qui ont malgré tout une force intérieure assez saisissante. Ça aussi, c'est quelque part, c'est dans ces rencontres-là qu'on puise aussi un peu de leur force pour nous, quoi. Ils nous transmettent aussi quelque chose. Vous êtes créateur de liens, mais vous êtes aussi la mémoire
des personnes sans abri qui disparaissent un peu. Vous vous souvenez d'eux? Il y a même un site internet qui essaye de recenser les disparitions des gens de la rue et de leur rendre un dernier hommage en racontant un peu leur histoire ou ce qu'on sait d'eux. Donc oui, non, ça c'est important, effectivement. Voilà. Alors tu nous parles beaucoup de ton équipe. Moi j'ai rencontré ton équipe en maraude. C'est vrai qu'ils sont super, votre ambiance est géniale. Ça donne vraiment envie d'y retourner. Mais c'est quoi qui permet d'entretenir cet esprit de groupe? Parce que vous êtes très différents quand même. Oui, c'est vrai qu'on est un groupe assez composite. Comment dire, bon, la société Saint-Vincent de Paul, c'est une société qui est liée à l'Église catholique par son histoire, par des liens consubstantiels aujourd'hui, mais qui accueille des gens de tous horizons. Et nous, dans notre groupe, on a des gens qui, bon, d'abord, ont des rapports à l'Église plus ou moins proches ou distendus selon les personnes. Et puis on a aussi des personnes musulmanes, des personnes juives. Donc il y a toutes ces sensibilités-là. Moi, ce que je trouve beau, c'est qu'on arrive à faire cohabiter toutes ces différences et en même temps, quand même autour d'une identité chrétienne qui est assumée. On fait justement cette prière de groupe au début de chaque maraude. Pour nous, c'est très important parce que ça nous remet vraiment dans l'esprit de notre démarche. Et c'est complètement accepté par tout le monde. Je pense que tout le monde a conscience que c'est ça aussi, c'est cet esprit-là qui fait vivre le groupe. Alors chacun après s'y rapporte à sa façon. Et puis on a nos dîners qu'on organise, je dirais, une fois tous les 1 mois et demi, 2 mois. Après une maraude, on se retrouve tous, chacun a apporté un petit bout à manger, et puis voilà, c'est un temps d'échange où on peut aussi parler de nos vies personnelles, on échange aussi sur nos expériences en maraude, on échange aussi sur des sujets spirituels, voilà. Bon, c'est évidemment des choses qu'on essaye de développer. Peut-être que, pour moi, c'est aussi peut-être un des chantiers pour faire évoluer le groupe, c'est de réfléchir à la façon dont on peut inventer des moments de convivialité, mais qui en même temps nous permettent de creuser le sens de ce qu'on fait. Voilà, je crois que c'est ça le ciment. Donc, c'est vrai que c'est super ce que vous faites tous ensemble. Si tu devais parler à un jeune actif qui n'ose pas se lancer dans le bénévolat, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil ? J'aurais envie de dire ne pas trop réfléchir et se lancer. Au sens où on a beaucoup d'a priori et finalement l'essentiel fond assez vite au bout de 2-3 maraudes. Je pense qu'on n'a plus trop de... Comment dire on est vite initié par le reste du groupe et puis on fait assez rapidement des rencontres ou des expériences qui sont chouettes. Et donc je pense que les préventions elles fondent quand même assez vite. On n'est pas seul dans cette expérience aussi qui peut être déstabilisante, mais justement comme on n'est pas seul, tout se passe très bien. Voilà. Merci encore pour ton temps et ton engagement. Et à vous, chers auditeurs, si cet épisode vous a plu, pensez à le partager, à laisser un avis ou encore à découvrir les actions de la Société de Saint-Vincent de Paul près de chez vous. Pour plus d'informations, rendez-vous sur ssvp.fr. À très bientôt pour un nouvel épisode d'Un café avec. C'était Un café avec, le podcast de la Société de Saint-Vincent de Paul.